Urgent! Le piège caucasien s'est refermé avec un fracas assourdissant. Kiev, par une seule manœuvre, a fait perdre pied à Poutine. Moscou, adieu pour toujours. Erevan et Bakou ont officiellement brandi le poing d'acier au-dessus du Kremlin. Un choc s'est produit à Mariupol. Azov a fait irruption dans un déluge de feu et de vengeance. La fameuse défense russe a été déchirée en lambeaux. La purge finale a commencé. Le Kremlin a tremblé d'effroi. La vengeance impitoyable a commencé. En ce moment même, un complot se trame au cœur de Moscou. Les généraux russes ont tout simplement roulé Poutine dans la farine. Le dictateur n'a pas été informé de ce qui s'est réellement passé dans le Donbass. Qui dirige réellement la Russie pendant que Poutine joue à la guerre? Tout cela, c'est à suivre dans notre émission Point chaud. Le piège caucasien pour Poutine. Erevan et Bakou lèvent officiellement le poing contre le dictateur. Zelensky change la donne. Rencontre avec Pachinian à Erevan et accords fermes avec Aliev. Poutine a perdu pied. Moscou est en pleine hystérie. Les pertes du Caucase sont inévitables. Découvrez les détails. Un tournant géopolitique, l'Arménie, qui dépendait du Kremlin depuis des décennies en matière de sécurité, accueille aujourd'hui les dirigeants de toute l'Europe. À Erevan s'est tenu le tout premier sommet bilatéral UE-Arménie de l'histoire. Cet événement a suivi le 8e sommet de la communauté politique européenne qui s'est tenu dans le pays. Le sommet de l'UE à Erevan démontre que le modèle européen de sécurité remplace les structures inefficaces comme l'OTSC. L'espace post-soviétique n'est plus une affaire intérieure du Kremlin. Il est devenu évident, après la dernière guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qu'en Arménie, tout le monde a compris que la Russie était prête à abandonner l'Arménie sans grande difficulté et qu'elle ne ferait rien pour elle. Et cela a marqué le tournant de l'Arménie vers l'Occident, vers l'Europe. Et le sommet de la communauté européenne est en quelque sorte le témoignage de cette orientation du développement de l'Arménie pour l'avenir proche. La présence de Volodymyr Zelensky au sommet et sa participation directe à l'événement constituent une déclaration claire que l'ère de la domination russe dans le Caucase est terminée et que les anciennes méthodes de contrôle du Kremlin ne fonctionnent plus. Le président de l'Ukraine a également rencontré le premier ministre arménien Pachinian. Il est évident qu'à présent, l'Arménie s'oriente davantage vers l'Europe, qui est un partenaire de l'Ukraine, plutôt que vers la Russie. C'est pourquoi, en principe, elle est même prête à aller jusqu'à inviter le président de l'Ukraine en Arménie, ce qui, en Russie même, a été perçu par beaucoup comme une sorte d'affront, une gifle à leur grandeur impériale. Divers propagandistes pro-Z et soi-disant correspondants de guerre étaient bien sûr en furie. Ils exigeaient avec rage que les soldats de la paix russe à Gyumri, au nombre de 5000, attaquent immédiatement Zelensky et le fassent prisonnier. Et tout était dans ce genre-là. Bien sûr, tout cela n'est pas sérieux, mais c'est une gifle. Eh bien, ils ne vont évidemment pas la reconnaître publiquement. L'influence russe dans le Caucase du Sud chute rapidement. Le Kremlin perd sa position de joueur clé et la région se réoriente activement vers de nouveaux alliés. Une région où elle était présente depuis assez longtemps, déjà depuis l'époque de Pierre Ier. Ils n'ont pas essayé de maintenir le contrôle sur cette région, mais il s'avère maintenant que leur influence y décline rapidement, et ce comme même parmi des États hostiles les uns envers les autres, comme l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Rappelons que le 25 avril a eu lieu la première visite de Vladimir Zelensky en Azerbaïdjan depuis des années de guerre à grande échelle. Les parties ont consolidé des accords dans les domaines de la sécurité, de l'énergie et du complexe militaro-industriel. La coopération existait déjà avant la période de l'invasion à grande échelle. Après le début de l'invasion à grande échelle de la Russie en Ukraine, elle ne s'est qu'intensifiée. L'Ukraine a toujours reconnu l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Azerbaïdjan, et l'Azerbaïdjan a toujours reconnu l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine. Et en ce moment, les possibilités de coopération militaro-technique et autres avec l'Azerbaïdjan sont activement discutées. Pour l'Ukraine, l'Azerbaïdjan est un partenaire potentiellement très important, tout comme l'Ukraine l'est pour l'Azerbaïdjan. Les relations entre l'Azerbaïdjan et la Russie sont en état de profonde crise, de confiance. La visite de Volodymyr Zelensky est devenue un puissant catalyseur de cette détérioration, bien que cette situation de tension extrême ne s'est pas produite du jour au lendemain, car elle s'accumulait de manière constante et insidieuse depuis de très nombreuses années. Il est désormais tout à fait évident pour n'importe quel observateur extérieur que le point de rupture était inévitable compte tenu de ce contexte historique particulièrement lourd et complexe. Il s'oriente vers de nouveaux partenaires.
Le statut de grande puissance de la Russie appartient désormais au passé. Aujourd'hui, le Kremlin n'est plus qu'un acteur secondaire des processus mondiaux, contraint de s'adapter aux réalités sur lesquelles il n'a plus de réelle influence. L'adresse est sous les pieds des occupants. Azov est déjà à Marioupol. Le pire cauchemar du Kremlin s'est produit. Les guerriers d'Azov ont percé la défense russe. Le fracas, là où l'occupation déchire le ciel. Le piège pour les troupes russes s'est refermé définitivement. Les premières images de la frappe de représailles, il faut voir ça. Regardez tous les détails. Azov revient à Marioupol, mais pour l'instant seulement sous la forme de drones de reconnaissance et d'attaque. Mais l'essentiel est ailleurs. Les drones ukrainiens pénètrent déjà là où auparavant les occupants se sentaient En ce qui concerne les enjeux fondamentaux et essentiels de la sécurité internationale, l'évolution complexe de la situation géopolitique actuelle en Ukraine demeure une préoccupation majeure qui nécessite une attention constante pour l'ensemble de la communauté européenne et mondiale dans le contexte particulièrement instable que nous traversons de nos jours. Pourrait envisager sérieusement l'éventualité concrète de reprendre ses activités habituelles. Les territoires occupés par la voie militaire, par ce moyen. Qu'est-ce que cela signifie ? La Russie ne peut-elle donc plus garantir sa propre sécurité, même à l'arrière le plus profond ? De plus, le manque de systèmes de défense anti-aérienne n'est pas seulement, ni même principalement, un problème du complexe militaro-industriel russe, mais plutôt les peurs du dictateur russe sur lesquelles la communauté du renseignement ukrainienne joue habilement. À l'heure actuelle, pratiquement tous les systèmes de défense anti-aérienne ont été redéployés à Moscou et dans la région de Moscou. Et d'ailleurs, si je comprends bien, ce n'est pas de façon temporaire, mais sur une base permanente. Azov déclare que leurs pilotes patrouillent les routes jusqu'à 160 km en profondeur depuis la ligne de front. Dans leur objectif, Marioupol, Donetsk et la logistique de l'armée russe. C'est ce qui met en pause les capacités de l'armée russe. Le redéploiement des réserves opérationnelles pour mener la prochaine phase active de l'offensive contre les positions des forces de défense ukrainiennes. Le contrôle de la logistique arrière réduit à néant les capacités des unités régulières de l'armée russe. Au moment de la rotation du personnel, de l'acheminement des munitions, du carburant et des lubrifiants, ainsi que de l'évacuation des blessés. Marioupol, pour la Russie, ce n'est pas simplement une ville occupée, c'est un nœud clé. C'est précisément pour cette raison que toute frappe ukrainienne et tout contrôle sur cette direction sont extrêmement douloureux pour Moscou. Ainsi, toute la logistique des troupes d'occupation russes lors du transfert des réserves opérationnelles passe précisément par cette ville portuaire. Autrement dit, cela permet aux Russes de transférer rapidement des véhicules blindés, ainsi que du personnel, des carburants et lubrifiants et des munitions. Auparavant, des drones ukrainiens avaient déjà attaqué des infrastructures énergétiques et des installations militaires des occupants à Marioupol. Des sous-stations, des entrepôts et des points logistiques russes ont été touchés. Il y en a... C'est une grande première pour tout le monde. Et il ne s'agit plus seulement de cette ville occupée. Les Russes considéraient également Donetsk comme un arrière profond. Auparavant, Azov avait déclaré que les drones ukrainiens avaient en fait pris le contrôle des voies logistiques russes autour de Donetsk occupées. Des vols de démonstration de drones ukrainiens et au-dessus du centre de Donetsk, et par conséquent, les frappes sur Marioupol sont hors de portée du système de défense aérienne russe. Autrement dit, il est clairement indiqué que désormais la logistique des troupes d'occupation est sous contrôle de feu sur plusieurs centaines de kilomètres, en profondeur sur le territoire. Mais la profondeur des frappes ne fera qu'augmenter. Et cela change déjà la logique même de la guerre. Si auparavant la Russie utilisait tranquillement les villes occupées comme des hubs militaires sûrs, désormais toute colonne, tout dépôt ou tout équipement peut être détruit littéralement en mouvement. C'est la tactique des sauts rouillés, c'est-à-dire qu'il s'agit en conséquence d'une préparation offensive par étapes. D'abord, la logistique des occupants est placée sous contrôle de feu,
Ensuite, des frappes sont portées sur les postes de commandement et de contrôle et le point de déploiement temporaire du personnel, puis vient directement la conduite des opérations de contre-offensive. Azov est déjà revenu à Mariupol. Pour l'instant, à travers les yeux des drones et par des frappes sur la logistique russe. Mais pour le Kremlin, le problème est ailleurs. La ligne de front s'efface progressivement, et les villes que Moscou considérait comme un arrière profond se transforment de plus en plus souvent en territoires où la Russie ne se sent déjà plus chez elle. Choc, le dictateur est pris au piège. Les généraux prennent Poutine pour un imbécile. Au lieu de la vérité, on sert au dictateur des dessins animés pour l'endormir. Le Donbass est perdu et il ne le sait même pas. Vous serez choqués par l'immense complot qui se trame au cœur même du Kremlin. Pendant qu'il examine les cartes dessinées, les pertes réelles sont astronomiques et l'offensive est au point mort. Voir les détails. Les généraux russes tiennent Poutine par le bout du nez. Je ne remarque absolument rien d'inhabituel ici. Malgré la situation catastrophique sur le front, le ministère de la Défense du pays agresseur fait état au Kremlin de conquêtes fictives, de territoires toujours nouveaux. Pendant ce temps, l'armée russe remporte en réalité des victoires si actives que le rythme de leur progression au cours des 3 derniers mois a été le plus bas. À partir de 2023, les analystes estiment que si la dynamique actuelle se poursuit, la Russie aura besoin de plusieurs décennies pour occuper complètement le territoire russe. Situé dans la région du Donbass. Ils refusent toute communication avec leurs dirigeants, car la seule chose que puise leur vent, c'est la guerre. Néanmoins, les commandants russes ont convaincu Poutine que leurs troupes pourraient entièrement s'emparer du Donbass avant l'automne, ce qui a manifestement beaucoup enthousiasmé le maître du bunker. Ce sont ses propres généraux qui l'ont persuadé de cela, affirmant que le front serait soi-disant en train de s'effondrer, et qu'il ne resterait bientôt plus de soldats à l'Ukraine. Pour défendre les régions de Donetsk et de Luhansk, c'est précisément pour cette raison que les négociations sont irréalistes à l'heure actuelle. Mais cela met tout d'abord une croix sur toutes les suppositions, fantasmes et spéculations. À propos du fait que la paix serait soudainement plus proche, qu'il existerait un quelconque accord secret, que Xi Jinping ou Trump pourraient négocier la paix en Ukraine, ou que Poutine et Trump concluraient un accord secret sur quelque chose. Tous, alphabet vert. Cependant, l'armée russe est en réalité incapable de s'emparer du Donbass par la force. Cela signifie que le Kremlin a décidé d'acquérir de nouveaux territoires sans aucun combat. Le président Volodymyr Zelensky doit ordonner aux forces armées ukrainiennes de cesser immédiatement les hostilités sur le terrain. Alors, Bunkerny serait apparemment prêt à s'asseoir à la table des négociations et à donner son ordre. Pour un cessez-le-feu. Je pense que l'affaire touche à sa fin, mais cela reste une chose grave. Nous n'avons jamais été fermés aux négociations. Jamais. Mais tout cela n'est qu'une autre manœuvre de Poutine, selon les analystes militaires. Après avoir pris sans combat les avant-postes ukrainiens bien fortifiés dans le Donbass, Poutine donnera immédiatement l'ordre de préparer une nouvelle offensive. Poutine espère qu'une fois l'opération visant à prendre le contrôle du Donbass terminée, il pourra ensuite élargir ses exigences, qui incluront notamment les territoires des régions de Kherson et de Zaporijjia. À vrai dire, même le maître du bunker lui-même, déjà quelques minutes après avoir déclaré sa volonté de s'asseoir à la table des négociations, il admet ouvertement qu'il n'a pas l'intention de discuter, et encore moins de mettre fin à la guerre. Les forces armées se doivent de focaliser impérativement toute leur attention sur les toutes dernières délibérations stratégiques de l'ennemi, engagées dans le contexte précis de la conduite de l'opération militaire spéciale. En réalité, l'objectif de Poutine est au minimum toute l'Ukraine sur la rive gauche, ainsi que Kiev et Odessa, rapporte la presse occidentale en se référant à des sources au Kremlin. Cependant, les généraux russes, même s'ils acquiescent au maître du bunker, ne croient pas à un tel scénario, même hypothétiquement. Il en va de même pour les élites du Kremlin. Elles essaient activement de dissuader Poutine de poursuivre l'opération militaire spéciale. Peut-être qu'eux-mêmes, là-bas, sont les plus intelligents, les plus cyniques, et en douce, hors caméra, ils ricanent de tout cela. Et l'esprit du défunt Tchéchetov plane là-bas et dit «
On vous a eu comme des chatons. En réalité, cela les fait rire eux-mêmes. Mais sûrement, à part les plus bouchés d'entre eux, ils comprennent que c'est absurde, que c'est de la pure fiction. Mais malgré tout, ils agitent ce bout de papier. Mais pour le chef du bunker, tout cela entre par une oreille et sort par l'autre, peu importe ce qui se dit au Kremlin. Poutine s'est de nouveau enflammé pour l'idée de prendre Kiev en 3 jours. Et la seule chose qui pourrait le convaincre d'abandonner cette idée, ce sont les drones ukrainiens qui détruisent les restes de son complexe militaro-industriel et de ses raffineries. Quelqu'un pour leur rendre hommage? Les forces armées ukrainiennes y sont parvenues. Oui, à tel point qu'il devient chaque jour plus difficile pour les généraux russes de mentir aux vieux sur les victoires au front, sous le bruit incessant des alertes à Moscou et des incendies catastrophiques, dans les ports pétroliers situés loin à l'arrière. La Pologne s'active. Nawrocki et Zelensky préparent une frappe contre les plans du Kremlin. Varsovie soutient massivement l'Ukraine. Le Kremlin voulait détruire l'OTAN, mais il a reçu une réponse ferme. Ces accords ont fait suffoquer les propagandistes du Kremlin dans une crise d'hystérie. Voyez les détails. Dans le cadre du sommet du groupe des 9 de Bucarest, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré le président polonais Karol Nawrocki. La Pologne se trouve clairement dans la zone à risque, et les Polonais le comprennent parfaitement, et cela indépendamment de qui est au pouvoir dans ce pays, car la situation y est également complexe, surtout si l'on parle du champ politique. Mais néanmoins, aussi bien le gouvernement que l'institution de la présidence de la République, tout comme le Parlement polonais, sont parfaitement conscients du fait que, en réalité, nous avons tous un seul et unique ennemi commun, c'est la Russie. En marge du sommet, les responsables politiques ont discuté des relations bilatérales entre les pays. Le président Zelensky a écrit sur leur importance sur le réseau social X. Il est important qu'il y ait une position commune. Il faut que ces relations soient vraiment solides et de bon voisinage. Nous avons discuté de nos contacts potentiels pour un avenir proche. J'ai également informé sur notre travail diplomatique. Dans tous les efforts, l'unité entre l'Europe et les États-Unis est essentielle. Zelensky a également remercié la Pologne et le peuple polonais pour tout leur soutien pendant l'agression russe à grande échelle. Le président polonais, de son côté, a assuré que ce soutien se poursuivrait. Pour nous, il est absolument primordial et essentiel que tous les pays membres de ce format puissent se trouver, disons, dans une dynamique de coopération extrêmement étroite avec l'Ukraine. Et je pense que beaucoup d'entre eux comprennent sans équivoque quel risque représente la Fédération de Russie pour tous les pays qui, d'une manière ou d'une autre, partagent une frontière avec la Russie, que ce soit par terre ou par mer. Il convient également de noter qu'il y avait aussi des représentants des pays d'Europe du Nord. C'est également très important étant donné que les États d'Europe du Nord sont eux aussi concernés par l'objectif de Moscou. Nawrocki a également déclaré lors du sommet que la Russie menace toute l'Europe. Nous avions averti que le révisionnisme russe n'est pas un phénomène temporaire. Nous avions averti que la pensée impériale est revenue en Europe. Nous avions averti que la dissuasion ne peut pas exister seulement sur le papier. En outre, la Pologne reste l'un des partenaires clés de l'Ukraine dans le domaine de la défense. Il convient également de noter que l'Ukraine achète à la Pologne différents types d'armements. De plus, les deux parties s'étaient déjà mises d'accord sur la production conjointe de certaines technologies modernes, en particulier des systèmes aériens sans pilote. Il apparaît donc tout à fait évident aujourd'hui que la Pologne demeure un partenaire stratégique de premier plan pour nous. Elle constitue véritablement une plateforme logistique majeure et essentielle pour le développement de nos deux pays. Parallèlement au transfert d'équipements, les relations ukraino-polonaises atteignent désormais un niveau d'échange d'expérience dans les technologies et la coopération industrielle. Urgent, la Hongrie se venge de Moscou pour la Transcarpathie. Budapest porte un coup dans le dos. L'ambassadeur de Poutine convoqué après le bombardement de la Transcarpathie. L'ère Orban est terminée et le Magyar a déclaré la guerre diplomatique à Moscou. Un revirement total à 180 degrés. La Hongrie n'est plus un havre tranquille pour les agents russes, mais un nouveau cauchemar pour le dictateur. Les détails dans le reportage.
Il semblerait désormais que la Russie soit en train de perdre progressivement son tout dernier allié stratégique vraiment commode en Europe. Moscou est en train de perdre, sans doute, l'un de ses alliés les plus puissants. Il s'agit de son allié. Je le sais parfaitement. Après l'une des attaques les plus massives contre la Transcarpathie depuis le début de la guerre à grande échelle, le nouveau gouvernement hongrois de Péter Magyar s'est pour la première fois ouvertement opposé au Kremlin. Tout au-dessus de Dragobrat, Shaket survole tranquillement les lieux. Sous les frappes se sont retrouvés Mukachevo, Oujhorod, Zvaliava et d'autres localités de la région où vit un grand nombre de Hongrois ethniques. Si l'ancien Premier ministre Orbán préférait garder le silence pendant des années, le nouveau pouvoir a réagi dès le 5e jour de son mandat. Le gouvernement hongrois condamne fermement l'attaque de la Russie contre la Transcarpathie. Un coup encore plus humiliant pour la Fédération de Russie est venu du ministre des Affaires étrangères. Anita Orbán a convoqué l'ambassadeur russe et a exigé des explications, demandant quand Moscou comptait mettre fin à cette guerre. Et l'Ukraine obtient en fait un allié supplémentaire qui le soutiendra non seulement au sein de l'Union européenne, mais aussi dans d'autres domaines. Il s'agit de la coopération transfrontalière et ainsi de suite. Toutes ces questions sont très importantes pour l'Ukraine et pour la Hongrie. Et, à en juger par les premières déclarations du nouveau Premier ministre de Hongrie, Budapest commence progressivement à s'éloigner de l'ancienne ligne pro-russe. Un message important de condamnation de l'attaque russe contre l'Ukraine de la part du Premier ministre hongrois Péter Magyar. Moscou a de nouveau démontré qu'elle représente une menace commune non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour les pays voisins et pour l'Europe dans son ensemble. L'attaque continue. Le lancement des premiers missiles. Notre position commune est importante pour mettre fin à cette guerre cruelle. Merci pour votre engagement et votre position forte. Lors de sa première grande conférence de presse après sa victoire aux élections, Péter Magyar a qualifié l'Ukraine de victime de l'agression russe. Et il a promis d'appeler le dictateur russe à mettre fin à cette guerre si jamais une conversation devait avoir lieu entre eux. Si Vladimir Poutine m'appelle, même si je n'y crois pas, je décrocherai le téléphone. Mais je ne l'appellerai pas le premier. Dans le même temps, Budapest poursuivra un dialogue pragmatique avec Moscou, mais la Hongrie parle déjà de la nécessité de diversifier ses approvisionnements énergétiques, de réduire sa dépendance à l'égard de la Russie et de sa volonté de débloquer l'aide européenne à l'Ukraine. Nous ne pouvons pas réécrire la géographie. La Russie restera ici et la Hongrie restera ici. Nous ferons tout pour diversifier, mais cela ne signifie pas que nous allons complètement nous isoler. Nous achèterons toujours du pétrole de la manière la plus économique et la plus sûre. Cependant, regardez ce qui s'est passé avec l'oléoduc Druzhba. Il est évident que l'approvisionnement énergétique de la Hongrie est menacé. Et cette rhétorique est radicalement différente de celle d'Orbán, ce qui signifie que Moscou aura de plus en plus de mal à bloquer l'aide à l'Ukraine. Sanctions et décisions clés de l'UE. Et au final, les grands se retrouvent à nouveau le bec dans l'eau. Poutine déclare une grande guerre, une loi sur l'invasion est adoptée, le Kremlin a légalisé la prise de nouveaux pays. Qui sera le prochain sur la liste à être détruit? C'est le début officiel d'un incendie mondial. En Russie, une loi monstrueuse a été adoptée en secret, donnant carte blanche aux dictateurs. Voyez les détails. La Russie pourrait attaquer un autre pays. La Douma d'État a adopté une loi permettant au président Poutine d'utiliser l'armée à l'étranger sous prétexte de protéger les citoyens russes. En réalité, il s'agit d'une légalisation des futures opérations militaires. Les analystes de l'Institut pour l'étude de la guerre soulignent qu'il ne s'agit pas simplement d'un document, mais d'une préparation de la base informationnelle et juridique pour l'agression. En effet, le Kremlin a déjà utilisé à plusieurs reprises le prétexte de la persécution des Russes comme motif d'invasion, notamment en Ukraine. Cette nouvelle législation élargit considérablement les pouvoirs du président Vladimir Poutine pour lui permettre d'utiliser la force militaire bien au-delà des frontières de la Fédération de Russie, afin de prétendument assurer la protection de ses propres compatriotes, comme ils ont l'habitude de l'appeler. Cela constitue en réalité un signal extrêmement clair de la volonté ferme de la Russie de poursuivre son agression.
Désormais, la géographie des cibles potentielles s'est élargie. Dans la rhétorique des autorités russes, les pays baltes, la Moldavie, ainsi que d'autres États où vivent des russophones, sont régulièrement mentionnés. C'est précisément là que Moscou pourrait tenter de répéter un scénario déjà connu, et ce n'est plus seulement une théorie. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, la Russie a en fait déjà commencé la soi-disant phase 0 de préparation. Il s'agit de la réorganisation des districts militaires, de la création de nouvelles bases, notamment près de la frontière avec la Finlande. Il s'agit avant tout des pays baltes, que le Kremlin continue de percevoir comme des membres coupés du corps de l'Union soviétique, de la mère Russie et en général de leur propre territoire où, soi-disant, depuis plus de 30 ans, les russophones subissent des persécutions. Et c'est précisément là que se concentre cette population de compatriotes, c'est précisément là que le Kremlin crée sans cesse une telle tension. On peut se rappeler de nombreuses histoires, comme celle du soldat de bronze en Estonie, ou encore les pressions constantes sur l'Estonie, à Narva, ou l'hystérie autour de la République populaire de Latgal à Daugavpils, en Lettonie. Parallèlement, d'autres signaux inquiétants sont enregistrés. En Europe, le nombre de sabotages, de provocations, ainsi que de cas de brouillage GPS augmente. Les analystes estiment qu'il s'agit d'une partie de la préparation hybride à d'éventuelles opérations futures. Certains experts rappellent que le Kremlin avait pris des décisions similaires avant l'annexion de la Crimée et l'invasion à grande échelle en 2022. L'Ukraine a déjà réagi au document. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que cette loi démontre la véritable nature du régime russe et légalise en fait de nouvelles interventions. Le porte-parole diplomatique Georgi Tiki a dénoncé une illégalité agressive, notant que Moscou transforme la guerre en outil politique d'État. Nous sommes en mesure de l'observer très clairement, à travers les diverses accusations que la Fédération de Russie a formulées et propagées en avril de cette année, au beau milieu d'une véritable et vaste campagne de désinformation. Concernant la prétendue mise à disposition par la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie de leur territoire pour des attaques menées par des drones ukrainiens, et même parfois l'utilisation non seulement de l'espace aérien, mais aussi le lancement depuis ces territoires, ce qui est en réalité un mensonge flagrant. Mais nous le voyons. Et pourquoi le Kremlin cherche-t-il à provoquer une possible extension de la guerre ? Il est évident qu'il s'agit d'une volonté de changer le cours d'une guerre qui, en réalité, représente aujourd'hui pour la Fédération de Russie une impasse stratégique. De plus, la diplomatie ukrainienne établit des parallèles historiques, notamment avec la rhétorique de l'Allemagne nazie, qui justifiait également son agression par la protection de ses citoyens à l'étranger. Un autre signal provient des déclarations des responsables russes, en particulier des accusations portées contre la Finlande et les pays baltes d'avoir prétendument aidé l'Ukraine. Les analystes estiment qu'il pourrait s'agir d'une tentative de créer un prétexte pour de futures violations des frontières. Si la loi est signée par Poutine, elle entrera en vigueur dans seulement 10 jours. Et alors, la Russie disposera d'un nouvel instrument pour légaliser son agression sous couvert de protection de ses citoyens. Un scénario que le monde a déjà vu et qui pourrait se répéter dans de nouveaux pays. C'est tout pour aujourd'hui. Pour d'autres actualités brûlantes du front, retrouvez-nous dans la prochaine édition.